Tu peux regarder depuis chez toi, le mariage est réservé aux parents par le sang uniquement, m'a dit mon père. Alors je l'ai fait. Le flux en direct s'est figé au moment où le chaos a éclaté. La mariée a crié. Du verre s'est brisé. Et j'ai vu quelque chose qui les a ruinés. Je m'appelle Rebecca Miller, j'ai 32 ans, graphiste de métier et jusqu'à récemment, je pensais avoir fait la paix avec le fait d'être oublié. Je vis seul dans un appartement modeste à Chicago, du genre avec des planchers qui grincent et un café en bas qui connaît ma commande avant même que je ne parle. Ma vie est calme, simple et solitaire, par choix, ou du moins c'est ce que je me disais. J'ai travaillé dur pour construire la stabilité à partir du chaos dont je venais. Mais il y a des blessures qu'aucun montant de routine ou de succès ne peut couvrir. Mon histoire ne commence pas au mariage de ma sœur, elle commence près de 2 décennies plus tôt, quand j'avais seulement 14 ans. Ce fut l'année où tout a basculé. Le mariage de mes parents avait toujours été tendu, mais je n'aurais jamais imaginé que mon père partirait sans même un regard en arrière. Il a laissé ma mère et moi comme s'il se débarrassait d'une peau dont il ne voulait plus. Pas d'avertissement, pas d'excuses. Juste une nouvelle femme, une nouvelle vie et le silence. Son nom était Stéphanie. Elle était plus jeune que mon père de 15 ans, confiante, polie et vive d'une manière que ma mère n'avait jamais été. Je me souviens l'avoir vue une fois par la fenêtre de la voiture de mon père, ses cheveux parfaits, son rire sans effort. Elle ressemblait à quelqu'un d'un magazine, le genre de femme qui peut faire oublier à un homme qu'il a déjà eu un passé, et à bien des égards, c'est exactement ce qu'elle a fait. Mon père s'est remarié rapidement et tout aussi rapidement, je suis devenu un fantôme dans sa nouvelle vie. Les appels téléphoniques se sont arrêtés, les fêtes sont passées sans une carte ou même un SMS. Quand je le voyais une fois tous les quelques années, toujours dans un lieu neutre, il me parlait avec la politesse forcée d'un homme parlant à un lointain cousin. Il n'y avait pas de chaleur, pas de curiosité pour savoir qui j'étais en train de devenir. J'ai arrêté d'essayer de l'impressionner, j'ai arrêté d'essayer de gagner ce qu'il avait décidé que je ne méritais plus. Puis est venue Nathalie. Stéphanie a donné naissance à ma demi-sœur un an après le mariage. D'après les photos que j'ai vues en ligne et les histoires que ma grand-mère a racontées à contre-cœur, Nathalie était tout ce que mon père pouvait souhaiter d'une fille. Intelligente, jolie, accomplie. Elle jouait du piano, fréquentait une école privée, souriait brillamment sur toutes les photos de famille qui ne m'incluaient jamais. Pendant que je travaillais la nuit pour aider ma mère à payer les factures, Nathalie organisait des fêtes d'anniversaire avec des poneys et des brunchs traiteurs. Elle ne m'a pas remplacé tant qu'elle m'a effacé. En vieillissant, je me disais que ce n'était pas grave, que je n'avais pas besoin d'eux. Je me suis consacré à mes études, puis au travail, puis à une vie soigneusement construite sans place pour la douleur. J'ai arrêté de tendre la main, j'ai arrêté d'espérer et finalement, j'ai arrêté de m'en soucier, du moins c'est ce que je croyais. Puis j'ai rencontré Thomas. Il était charmant d'une manière calme et stable, un informaticien avec des yeux doux et une présence apaisante. Le genre d'homme qui écoute quand vous parlez et se souvient des plus petits détails. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage. Je présentais un projet de rebranding que j'avais fait pour une organisation à but non lucratif locale. Il cherchait des talents en design pour sa start-up. Le courant est passé presque instantanément. En 6 mois, nous avons emménagé ensemble. C'était sécurisant. C'était quelque chose sur quoi je pouvais enfin compter. Thomas ne posait jamais beaucoup de questions sur ma famille. Il savait qu'ils étaient distants, il n'a jamais insisté. C'était quelque chose que j'appréciais au début, mais avec le temps, le silence autour de cette partie de ma vie est devenu plus lourd. Il flottait entre nous pendant les dîners calmes et les dimanches paresseux. Je me disais que peut-être c'était mieux ainsi, que j'avais taillé une nouvelle famille, une que j'avais choisie. Pourtant, de temps en temps, quelque chose me le rappelait, un père et une fille riant dans le parc, une invitation de mariage dans le courrier d'une personne que je connaissais à peine, un message vocal d'un vieil voisin disant qu'il avait croisé mon père et qu'il avait l'air bien. Ces moments érodaient le mur que j'avais construit, mais je continuais à le réparer. Je ne parlais pas beaucoup de ma mère non plus. Elle est morte quand j'avais 26 ans, un cancer, rapide et cruel. Mon père n'est pas venu aux funérailles. Il a envoyé des fleurs, cependant, des lys, sa moins préférée. Je me souviens de m'être tenu là, lisant la carte signée Richard et famille et me demandant s'il savait même qu'elle était allergique aux lys. Après la mort de maman, j'ai eu l'impression que le dernier fil qui me reliait à lui s'était rompu. J'étais vraiment seul et pendant longtemps, je me suis dit que c'était une force. Je n'avais pas besoin d'eux. J'avais mon travail, mon appartement et finalement Thomas.
Mais quand l'invitation est arrivée, un email de Nathalie, adressé formellement, presque froidement, quelque chose en moi a changé. Elle se mariait. C'était une grande affaire dans un vignoble privé dans le nord de l'État de New York. L'email comprenait une note de mon père, en raison d'un espace limité, nous avons décidé de limiter la liste des invités à la famille immédiate uniquement. Vous pouvez regarder depuis chez vous via un flux en direct. Cette seule phrase a fait plus que piquer, elle a rouvert tout ce que je pensais avoir enterré. Parce que pour la première fois depuis des années, je voulais être là, pas pour lui, pas même pour elle, mais pour moi-même. Je voulais voir où j'en étais, je voulais savoir si, après tout, j'avais encore une place. Alors j'ai regardé. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que j'étais juste curieuse, que c'était juste un autre mariage et que j'allais bien. Mais quand la vidéo s'est figée et que les cris ont commencé, quand le verre s'est brisé et que les visages se sont tordus de panique, j'ai vu quelque chose qui a tout changé. Pas juste une erreur, pas juste une trahison. Un secret que je n'étais jamais censé voir. Et c'est là que tout a commencé à se défaire. L'email est arrivé un mercredi matin. Il était coincé entre une publicité spam pour des suppléments vitaminiques et un rappel de ma banque concernant un relevé que je ne lisais jamais. Le nom de l'expéditeur m'a fait serrer l'estomac avant même que je ne l'ouvre. Nathalie Williams, ma demi-sœur, celle qui avait grandi dans la maison qui était autrefois la mienne, celle qui avait tout ce que je n'avais pas. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis plus d'un an, peut-être plus, et même alors, ce n'était qu'une carte de Noël transférée sans message personnel. Et pourtant, la voilà dans ma boîte de réception, son nom brillant comme un fantôme d'un monde auquel je n'appartiens plus. L'objet disait « Détail du flux en direct du mariage ». Je l'ai regardé un instant, essayant de comprendre l'étrange association de mots. Je l'ai ouvert. « Salut Rebecca, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te transmettre les informations pour le flux en direct au cas où tu voudrais nous rejoindre virtuellement. Nous gardons la cérémonie en personne petite, juste la famille proche. Merci de ta compréhension. Meilleures salutations, Nathalie. » 6 juin se trouvait une invitation numérique complète avec une calligraphie sur le thème du vignoble et des accents de feuilles d'or. Les noms Nathalie Grace Williams et Zachary Cole Anderson dansaient sur le dessus en police cursive. En dessous, dans une note plus petite et italique, en raison de la capacité limitée, le couple a choisi d'inclure uniquement les membres de la famille immédiate et les parents par le sang lors de la célébration en personne. Merci de votre soutien et de votre amour. Et puis, comme pour tordre le couteau, un dernier message transféré de mon propre père. C'était court, efficace, froid. Rebecca, tu peux regarder depuis chez toi. Le mariage est réservé aux parents par le sang uniquement. Papa. Je n'ai pas bougé. Pas pendant un long moment. Le curseur clignait devant moi comme s'il attendait une réponse, comme si je pouvais répondre quelque chose en retour, mais il n'y avait rien à dire. Quel mot pouvais-je offrir quand le message avait été si clair ? J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis tenu près de la fenêtre. Dehors, le monde continuait. Les voitures passaient, un chien aboyait de l'autre côté de la rue, quelqu'un arrosait ses plantes sur le balcon en dessous. Des sons ordinaires dans une matinée ordinaire. Mais à l'intérieur, ma poitrine était serrée par un silence qui n'avait rien d'ordinaire. Je voulais croire que c'était une question d'espace, de logistique, que peut-être le lieu ne pouvait vraiment pas accueillir plus d'invités, que peut-être malgré la douleur, ce n'était pas personnel. Mais je savais mieux. Mon père était riche. Il pouvait louer un domaine entier s'il le voulait. Ce n'était pas une question d'espace, c'était une question d'exclusion. C'était le ton qui me dérangeait, pas seulement la formulation passivement polie de Nathalie, mais le rejet brutal de mon père. Tu peux regarder depuis chez toi, comme si c'était une offre généreuse, comme si je devais être reconnaissante de pouvoir regarder à distance. Et puis cette phrase, parents par le sang uniquement. Les mots se répétaient dans mon esprit comme une provocation. J'étais sa fille, sa seule enfant biologique. Nathalie était la demi-sœur. Et pourtant, le voilà qui trace une ligne dans le sable qui me place à l'extérieur. Ça n'avait pas de sens, du moins pas en surface. Mais plus j'y pensais, plus quelque chose d'autre commençait à remuer en moi. Ce n'était pas juste une dynamique familiale. Ce n'était pas juste Stéphanie qui me mettait à l'écart ou Nathalie qui voulait une liste d'invités propres. Non, cela semblait stratégique, intentionnel. Mon père n'avait jamais été un homme chaleureux, mais il était calculateur. Il ne faisait jamais rien sans raison. Et ceci,
Ceci ressemblait à un coup d'échec, une élimination délibérée d'une pièce dont il n'avait plus besoin dans le jeu. Le souvenir de ce message transféré me brûlait l'esprit. Il ne l'avait même pas envoyé directement, il avait laissé Nathalie être la messagère, puis avait ajouté une note en bas comme une pensée secondaire. Pas nous aimerions t'avoir pas, je suis désolé que ce soit ainsi, pas même j'espère que tu vas bien, juste une instruction froide et distante. Plus je m'y attardais, plus les questions commençaient à surgir. Pourquoi était-il si déterminé à m'éloigner? Que cherchait-il à contrôler? Y avait-il quelque chose qu'il ne voulait pas que je voie, ou quelqu'un? Je me suis retrouvé à parcourir les réseaux sociaux, à moitié par réflexe, à moitié par une envie croissante de clarté. Les photos de fiançailles de Nathalie étaient partout. Elle dans une robe blanche, riant, Zacharie ressemblant en tout point au parfait mari américain. Mon père apparaissait sur plusieurs photos, rayonnant de fierté, son bras autour d'elle comme si elle était son unique enfant. Stéphanie aussi, toujours proche, toujours parfaite. Il n'y avait pas de photo de moi, bien sûr, aucune mention qu'il avait une autre fille. Je n'existais pas dans leur version de l'histoire. Je n'existais plus depuis longtemps. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas seulement oublié, je me sentais effacé. Et l'effacement a une piqûre différente, une qui s'infiltre dans vos os et vous fait douter si vous avez jamais été réel pour eux. Je suis retourné à l'email et je l'ai regardé à nouveau. Ma première réaction avait été de le supprimer, d'ignorer complètement le tout et de continuer ma vie, mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce l'orgueil, peut-être la curiosité, peut-être le besoin de savoir pourquoi. J'ai cliqué sur le lien. Un nouvel onglet s'est ouvert, et voilà, un compte à rebours jusqu'au flux en direct. 10 jours. 10 jours avant le jour parfait de Nathalie. 10 jours avant qu'on attende de moi que je regarde depuis les coulisses, souriant à travers un écran comme si cela pouvait jamais suffire. J'ai mis la page en favori. Quelle que soit la raison pour laquelle il me gardait à l'écart, je voulais le découvrir, car ce n'était pas juste un mariage, c'était un message, et j'avais l'intention de tout lire. Les 10 jours précédant le mariage se sont écoulés lentement, chacun étant épais de tension que je ne pouvais pas expliquer. Depuis que j'avais ouvert cet email, quelque chose avait changé. Pas seulement dans ma façon de voir ma famille, mais dans ma façon de voir la vie que j'avais construite avec Thomas. Au début, j'ai mis ça sur le compte du stress, le passé refaisait surface, les vieilles blessures se rouvraient, et j'ai supposé que j'étais peut-être juste plus sensible que d'habitude. Mais plus je faisais attention, plus je réalisais que le changement n'était pas seulement en moi. Thomas changeait aussi. Il avait toujours été stable, constant, le genre d'homme qui demandait comment s'était passée ma journée, même quand la sienne était pire, qui se souvenait du type de thé que je buvais quand j'étais malade. Mais cette version de lui avait lentement commencé à disparaître. Il était distrait, abrupt, collé à son téléphone. Les conversations entre nous semblaient coupées, comme si je parlais à quelqu'un à moitié parti. J'ai demandé si tout allait bien. Il a souri trop vite et a dit que c'était juste le travail, un lancement à venir, une série de financements à sécuriser. Rien d'inhabituel, mais je connaissais ses habitudes et ce n'en était pas une. Un soir, 4 jours avant le mariage, je l'ai entendu au téléphone dans le salon pendant que je me brossais les dents. Sa voix était basse, urgente, le genre de ton que les gens utilisent quand ils essaient de ne pas être entendus. J'ai fait une pause, ma brosse à dents à la main, et j'ai écouté. Je ne pouvais pas entendre grand-chose au début, juste quelques phrases isolées. Non, elle ne sait pas, a-t-il dit. Puis une pause. Oui, je serai là tôt, avant le dîner de répétition. J'ai figé. Il n'était pas censé assister au mariage du tout, du moins c'est ce qu'il m'avait dit. Il avait agi aussi surpris et outré que moi quand je lui ai montré l'email, avait même dit qu'il manquerait la fête d'enterrement de vie de garçon de son propre ami par solidarité. Mais le voilà, prévoyant d'être là avant le dîner de répétition. Je me suis rincé la bouche et je me suis déplacé tranquillement dans le couloir, me rapprochant du bord pour pouvoir mieux entendre sans être vu. La voix que j'ai entendue ensuite m'a arrêté net. C'était celle de mon père. Je ne pouvais pas tout entendre, mais j'ai entendu assez. Il parlait d'investissements immobiliers, d'acquisition de vignobles, de projections potentielles d'expansion hôtelière. Mon père donnait à Thomas des chiffres, des projections, des délais. C'était le genre de conversation que l'on attendrait entre des partenaires commerciaux de longue date, pas entre un père protecteur et le petit ami de sa fille, et certainement pas entre deux hommes qui, pour autant que je sache, se connaissaient à peine. La voix de Thomas a de nouveau baissé.
Elle pense toujours qu'elle est tenue à l'écart à cause des choses du mariage. Elle n'a pas posé de questions. Mon sang s'est glacé. Je me suis reculé tranquillement, assez pour ne pas faire de bruit, mais assez vite pour mettre un mur entre moi et ce que je venais d'entendre. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. Je ne pouvais pas. Je ne savais même pas quoi dire. Mon esprit tournait dans trop de directions. Qu'est-ce que Thomas faisait exactement avec mon père? Depuis combien de temps cela durait-il? Et plus important encore, étais-je juste une victime collatérale dans ce arrangement quelconque? Le lendemain matin, il a agi comme si de rien n'était. Il m'a embrassé sur la joue, m'a dit qu'il avait des réunions consécutives, et a laissé son café à moitié bu sur le comptoir. Je l'ai regardé sortir par la porte et je me suis demandé s'il avait toujours joué un rôle, s'il avait été doué pour ça. J'ai essayé de me dire que je réagissais de façon excessive, que c'était peut-être juste des affaires, que peut-être mon père avait contacté Thomas indépendamment, essayant de faire amende honorable à sa manière tordue. Mais plus je rejouais la conversation dans ma tête, plus il était difficile de croire à cela. Il y avait de la familiarité dans leur voix, de la confiance, et quelque chose d'autre aussi, du contrôle. J'ai commencé à passer en revue ma mémoire pour tout ce que j'aurais pu manquer. Les fois où Thomas avait posé des questions sur ma famille. Les fois où il avait éludé quand j'ai parlé de mon enfance ou de mon père. Il y avait toujours eu un certain détachement que j'avais rejeté comme de la politesse, mais maintenant cela semblait calculé. Il ne parlait jamais mal de mon père, n'encourageait jamais à réparer la relation, mais ne me poussait pas non plus à rompre. Il existait simplement dans un espace neutre et j'avais comblé le reste avec confiance. Ce soir-là, j'ai ouvert l'ordinateur portable de Thomas pendant qu'il prenait sa douche. J'ai hésité au début. Je n'avais jamais fouillé dans ses affaires auparavant, mais quelque chose me disait que ce n'était pas une question de jalousie ou de paranoïa. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, quelque chose de pourri. La plupart de ces fichiers étaient propres, présentation client, dossier de code, document de pitch. Mais caché dans un dossier intitulé Archives, il y avait un fichier qui se démarquait, RW Holdings, rapport préliminaire. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une ébauche de présentation avec des projections financières, des évaluations de terres et une diapositive avec une image du vignoble où le mariage de Nathalie devait avoir lieu. En bas, en petits caractères, partenariat entre RW Holdings et T. Evans Venture, négociation post-événement en cours. T. Evans. Thomas Evans. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas juste des affaires. C'était un partenariat, un plan, et d'après le timing et le langage, il semblait que le mariage lui-même était lié à l'accord, comme s'il était utilisé dans le cadre d'une stratégie plus large. J'ai fermé l'ordinateur portable juste au moment où l'eau s'arrêtait de couler. Quand il est sorti, une serviette autour de la taille, il a souri et m'a demandé si je voulais commander du thaï ou de l'italien pour le dîner. J'ai dit que je n'avais pas faim. J'ai été allongé dans le lit cette nuit-là, fixant le plafond, me sentant comme une étrangère dans ma propre vie. Quoi qu'il se passe entre Thomas et mon père, ce n'était pas quelque chose que j'étais censé savoir, et pourtant, me voilà, au milieu de tout ça. Non invité au mariage de ma sœur, mais d'une manière ou d'une autre essentielle à l'accord même qui le suivait. La prise de conscience s'est installée lentement, puis tout à la fois. Je n'étais pas juste exclu, j'étais géré. Le matin du mariage est arrivé avec un calme étrange dehors, par la fenêtre de mon appartement. La ville continuait son cours habituel, camions de livraison reculant dans les allées, voisins promenant des chiens, enfants criant en faisant la course en vélo les uns à côté des autres. Mais je n'arrivais pas à entendre quoi que ce soit. Tout ce que j'entendais, c'était l'écho de la voix de Thomas des nuits précédentes et le battement creux de mon propre cœur, alors que j'ouvrais mon ordinateur portable. Le mariage était prévu pour commencer à midi, heure de New York. J'ai cliqué sur le lien intégré dans l'email de Nathalie, et une fenêtre vidéo s'est ouverte sur l'écran, affichant une image fixe polie du domaine viticole où la cérémonie aurait lieu. Un compte à rebours s'affichait dans le coin, 10 minutes. Je l'ai regardé comme s'il pouvait cligner des yeux et disparaître. Une partie de moi espérait que ce serait le cas. Je n'avais presque pas parlé à Thomas ce matin-là. Il était parti tôt, disant qu'il devait prendre un café et se vider la tête. Je ne lui ai pas demandé où il allait. Après les découvertes que j'avais faites, ses mots comptaient moins que son absence. Je l'ai regardé fermer la porte et j'ai résisté à l'envie de le suivre. S'il allait au mariage, je le saurais bientôt, quand le flux finirait par diffuser. Une musique classique douce jouait tandis que la caméra balayait des soignés,
des chaises blanches disposées en rangées serrées et une arche florale débordant de rose et ivoire. Un jeune homme en costume ajustait un pied de micro. Des invités arrivaient, vêtus de lin d'été et de robes pastel, souriant et se saluant avec des étreintes et des baisers dans l'air. Tout était si beau, si élégant, si théâtral. J'ai parcouru la foule, mes yeux passant sur les visages, cherchant quelqu'un, n'importe qui, que je reconnaissais. Il y avait Stéphanie, bien sûr. Elle était au premier plan dans une robe lavande, son bras passé autour du coude d'un homme que je ne connaissais pas. Elle avait l'air sereine, composée, dans toute sa splendeur, la belle-mère gracieuse de la mariée. Mais mon père était introuvable. Je me suis penché vers l'écran, pensant peut-être l'avoir manqué, peut-être qu'il était juste hors du cadre de la caméra, donnant des instructions au personnel ou accueillant des arrivées tardives. Mais les minutes ont passé et toujours aucun signe de lui, pas de cheveux argentés familiers, pas de costume ajusté, pas d'expression stoïque essayant trop fort d'avoir l'air joyeux. Et puis j'ai remarqué que quelqu'un d'autre était aussi absent, Thomas. Mon souffle s'est coupé, mes yeux ont parcouru les groupes les uns après les autres, cherchant avec une urgence croissante. Il n'était pas là, pas parmi les invités, pas assis à l'écart, pas même debout au fond, faisant semblant d'être invisible. S'il était arrivé tôt comme il l'avait dit, où était-il? La musique a changé. Vivaldi, maintenant plus fort, plus grandiose. L'officiant s'est avancé. Les invités se sont installés sur leurs sièges. Un silence est tombé sur la foule, brisé seulement par le froissement de la mousseline et la toux occasionnelle. Et puis Nathalie est apparue. Elle était magnifique, il n'y avait rien à redire. Sa robe épousait parfaitement les formes, la traîne cascadait derrière elle comme une cascade de dentelle. Elle a souri en faisant ses premiers pas dans l'allée, bras en l'air avec le même homme inconnu qui se tenait à côté de Stéphanie. Et toujours pas de père de la mariée. J'ai regardé, figé, regardant ma sœur marcher vers un avenir auquel je n'étais jamais censé appartenir, flanqué de personnes qui avaient réécrit le passé sans moi. L'officiant a commencé son accueil, parlant d'amour, de famille et d'unité. J'entendais à peine les mots. Mes yeux continuaient de balayer l'arrière-plan, les bords du cadre, à la recherche de mouvements, d'un aperçu d'un visage que je reconnaissais. C'est là que j'ai remarqué que quelque chose d'autre était étrange. L'angle de la caméra a légèrement changé alors que la cérémonie avançait. Zacharie avait l'air nerveux mais heureux. Nathalie rayonnait en le regardant, pétillante d'anticipation. L'officiant parlait d'engagement à vie, de promesses, d'honnêteté et de vérité. J'ai presque ri à voix haute. La vérité. Il y en avait si peu ici. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. La caméra a bugué, pas juste un décalage, mais un hoquet, une saccade dans le flux. La vidéo a sauté d'une seconde, puis de deux. La tête de Nathalie s'est tournée en plein sourire, comme si quelqu'un avait appelé son nom. Puis l'image s'est figée. Pas de son, pas de mouvement, juste une image figée de ma sœur à moitié tournée, son sourire commençant à s'estomper. J'ai attendu, le cœur battant, fixant l'écran immobile. J'ai actualisé la page. Rien. J'ai vérifié ma connexion Internet. Elle était bonne. Mon curseur planait sur l'onglet comme s'il pouvait relancer le flux en vie, mais il ne l'a pas fait. Et ce silence, le silence numérique, le silence qui suit une panne, résonnait plus fort que n'importe quel cri. Ils étaient là, ma famille, mon petit ami, ma sœur, et je n'étais pas juste exclu, j'étais tenu dans l'ignorance, exprès. Pendant un moment, rien n'a bougé. L'écran s'était figé sur le visage de Nathalie, à moitié tourné, son expression passant de la joie à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. L'audio s'était complètement coupé. Pas de violon, pas de vœux, juste un silence de mort. Je suis resté figé, regardant l'écran, le suppliant de redémarrer, de cligner des yeux, de faire quoi que ce soit. Puis ça l'a fait. La vidéo a sauté, sans fondu, sans avertissement, juste un scintillement, et soudain l'angle avait changé. C'était un plan large maintenant, depuis le fond de l'allée, capturant toute la réunion de derrière. La mariée et le marié n'étaient plus en vue, mais les invités restaient, certains assis, d'autres debout, tous tendant le cou vers quelque chose juste hors cadre. Et puis je l'ai vu, Thomas. Assis là, au troisième rang, entouré de mon père, Stéphanie, et de deux hommes que je ne reconnaissais pas. Sa tête était légèrement tournée sur le côté, comme s'il venait de dire quelque chose à la femme à côté de lui. Il a ri. Il avait l'air détendu, à l'aise, comme s'il appartenait à cet endroit.
Il était censé être à Chicago. Il avait quitté l'appartement ce matin-là en jean et en sweat à capuche, sans valise, sans costume, sans mention de vol, de trajet, de plan. Il avait dit qu'il allait juste prendre un café. Mais le voilà, vêtu d'un blazer bleu marine et d'une chemise blanche impeccable, la cravate parfaitement nouée, les cheveux soignés. Aucune trace d'hésitation dans sa posture, aucune culpabilité, aucune anxiété. Juste de la facilité. L'image a duré à peine 3 secondes avant que l'écran ne redevienne noir. J'ai cligné des yeux, mon souffle coupé dans ma gorge, incertaine si j'avais vraiment vu ce que je pensais avoir vu. J'ai actualisé le flux. Rien. J'ai rouvert la page dans un nouvel onglet. Toujours vide. J'ai vérifié le compte de médias sociaux de l'événement. Les commentaires s'accumulaient déjà. Quelqu'un d'autre a perdu le flux? Qu'est-ce qui se passe? Il vient de couper juste quand les choses devenaient intéressantes. Mais je ne me souciais plus de la mariée ou de la cérémonie. Je ne regardais pas pour le toast au champagne ou les arrangements floraux. J'avais regardé pour apercevoir ce dont j'avais été écarté, et ce que j'ai vu m'a semblé comme une lame entre mes côtes. Ce n'était pas seulement que Thomas était là, c'était où il était assis, au 3e rang, dans la section familiale, assis à côté de mon père comme s'ils avaient toujours été alliés, comme si je n'avais pas vécu avec un homme qui avait passé des mois à prétendre être indifférent à un mariage auquel il semblait maintenant assister. Il faisait partie d'eux. Je me suis assise en arrière dans ma chaise, soudainement consciente à quel point mon appartement était froid. Le bourdonnement du réfrigérateur derrière moi, le tic-tac silencieux de l'horloge, la quiétude de l'air. Tout cela me pressait, lourd et suffocant. Un silence différent cette fois, pas d'un flux en direct figé, mais de la lente et brisante compréhension de la trahison. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'il avait eu un changement de plan de dernière minute, peut-être qu'il voulait juste montrer son soutien, peut-être qu'il pensait que je ne m'en soucierais pas. Mais les mensonges se défaisaient plus vite que je ne pouvais les rafistoler. Si c'était innocent, pourquoi le cacher? Pourquoi mentir à propos de Chicago? Pourquoi se faufiler? Pourquoi prendre une place à côté des personnes même qui m'avaient écarté? Et surtout, pourquoi avait-il l'air si à l'aise? Mon téléphone a vibré. Un SMS d'une vieille amie du collège dont je n'avais pas parlé depuis des mois. Et, au hasard, je pense que je viens de voir Thomas sur un flux en direct de mariage sur Facebook. Quelqu'un l'a partagé. Je pensais qu'il était en voyage. L'écran s'est brouillé. J'ai réalisé que je tremblais. C'était vrai. Il était passé derrière mon dos, il avait menti, et il l'avait fait non seulement avec indifférence, mais avec une aisance comme s'il le faisait depuis plus longtemps que je ne pouvais l'imaginer. Et ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas que Thomas soit parti, c'était que tout le monde là-bas les laissait faire. Mon père, Stéphanie, Nathalie. Ils savaient tous que je ne serais pas là. Ils savaient que je regarderais de loin, impuissante à faire quoi que ce soit. Ils savaient que s'ils me gardaient à distance, ils pourraient contrôler ce que je voyais. Mais ils n'avaient pas compté sur le changement d'angle de la caméra. Ils n'avaient pas compté sur mes yeux pour capter les siens. Ils n'avaient pas compté sur moi pour voir ce qu'ils travaillaient si dur pour cacher. Dans cette unique image figée, tout a pris sens. La distance, les appels téléphoniques étranges, les discussions commerciales cryptiques, l'email de mariage transféré, l'accord dont je n'étais jamais censé être au courant. Je ne savais pas exactement ce qu'ils cachaient tous, mais maintenant j'étais sûr qu'ils le cachaient ensemble. Et je n'allais plus rester silencieuse. L'image de Thomas assis à côté de mon père au mariage de Nathalie me rejouait dans ma tête comme une boucle dont je ne pouvais pas me sortir. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Mes pensées tourbillonnaient, chacune plus sombre que la précédente. J'ai essayé de me convaincre qu'il devait y avoir une explication, mais les explications demandent la vérité, et la vérité était devenue une monnaie rare dans ma vie. Au matin, je n'étais plus en colère. J'étais clair. La clarté est un étrange cadeau après la trahison. Elle aiguise tout. Je savais que je ne pouvais pas faire confiance à ce que Thomas me disait, je ne pouvais pas faire confiance à ce que mon père me montrait. Mais je pouvais toujours faire confiance à ce que les gens choisissaient de publier. Les gens révèlent toujours plus qu'ils n'ont l'intention de le faire en ligne. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé par l'évidence. Les comptes de médias sociaux de Nathalie. Elle était méticuleuse, soignée, le genre de personne qui édite chaque légende et filtre chaque image. Son Instagram était une galerie de sa vie parfaite, brunch, enterrement de vie de jeune fille, éclairage doux.
J'ai parcouru les publications, en fouillant non seulement les images, mais aussi les tags, les commentaires, les eurodatages. 3 semaines avant le mariage, voilà, une photo de Nathalie lors d'une dégustation de vin. Elle se tenait à côté de Stéphanie, tenant un verre de blanc, toutes deux souriant. À l'arrière-plan, flou mais indéniable, se trouvait Thomas. Mon souffle s'est coupé. Il n'était pas tagué, elle ne l'avait pas mentionné dans la légende, mais c'était lui, les épaules légèrement tournées, une main dans sa poche, des lunettes de soleil relevées sur sa tête. Il m'avait dit qu'il était à Denver ce week-end-là pour une conférence de start-up. Il m'avait même transféré une confirmation de vol. J'ai ouvert mon calendrier pour vérifier. Le même week-end. J'ai continué à faire défiler. Une autre publication, 2 jours plus tard. Cette fois, un selfie de Nathalie avec Stéphanie devant un bâtiment en stuc blanc. Dans le reflet de la fenêtre derrière eux, un homme sortait d'une voiture noire. Encore Thomas. Je suis passé à la page de Stéphanie. La sienne était moins publique, mais quelques photos taguées d'amis étaient visibles. Une d'un gala de collecte de fonds datant de 6 semaines. Stéphanie se tenait à côté d'un groupe de participants élégamment habillés. Mon père n'était pas sur la photo, mais Thomas se tenait près du bord, un verre à la main, discutant avec un homme que je reconnaissais d'un communiqué de presse sur le site web de la société immobilière de mon père. La légende disait « Grand changement en vue pour RW Holdings ». Thomas avait assisté au gala, un gala dont je n'avais même pas entendu parler. J'ai ouvert mon historique de recherche et j'ai ouvert le site web de RW Holdings. C'était élégant, minimaliste, trop poli, tout comme mon père. J'ai parcouru les biographies de l'équipe. Le nom de Thomas n'y était pas, aucune mention de lui en tant que partenaire, conseiller ou consultant. Mais quand je suis allé dans la section des investisseurs et que j'ai creusé plus profondément, j'ai trouvé un lien en bas d'un communiqué de presse intitulé Affiliate Venture. J'ai cliqué là-dessus. C'était caché dans un paragraphe, TE Venture pour conseiller sur la proposition de réaménagement du vignoble à venir, en partenariat avec RW Holdings, effectif après le T3. TE Venture. Thomas Evans. Tout s'est éclairé d'un coup. Le vignoble n'était pas seulement un lieu de mariage, c'était une partie d'une stratégie financière plus large. La société de mon père avait probablement acquis le terrain, ou s'y préparait, et Thomas, sous sa propre entreprise, était impliqué dans le processus de conseil. Et aucun d'eux ne me l'avait dit. Pas Thomas, pas mon père, même pas Nathalie. Je me suis assise en arrière dans ma chaise, stupéfaite. Depuis combien de temps cela durait-il ? Depuis combien de temps me gardait-il à l'écart, me donnant des informations seulement quand cela leur convenait ? J'avais passé des années à penser que j'étais simplement oublié, mais ce n'était pas juste un oubli. C'était une omission, calculée, stratégique. J'ai regardé le visage de Thomas sur les photos, ce sourire facile, cette posture de familiarité. Il avait bien joué son rôle, trop bien. J'ai pensé aux nuits où il me disait qu'il était fatigué des réunions, aux voyages d'affaires qu'il disait être de dernière minute, aux fois où il m'avait suggéré de ne pas parler de famille pendant le dîner, disant que cela ne faisait que m'irriter davantage. Il ne me protégeait pas, il se protégeait lui-même et quel que soit l'accord qu'il aidait mon père à conclure. La trahison semblait plus large maintenant, moins comme une blessure unique et plus comme une toile dans laquelle j'étais tombé sans la voir. Ils étaient tous connectés, tous souriants, toutes se serrant la main pendant que je regardais de derrière un écran. Ce n'était pas seulement que j'avais été exclu d'un mariage, j'avais été exclu de quelque chose de plus grand, quelque chose qui impliquait de l'argent, des biens, peut-être même un héritage. Et Thomas, l'homme en qui j'avais le plus confiance, avait été de Hemada tout ce temps. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans mon appartement, le cœur battant. J'avais besoin de plus de preuves, plus de réponses. Je ne pouvais confronter personne pour l'instant, pas avant d'avoir compris l'image complète, pas avant de pouvoir entrer dans une conversation armée de faits qu'il ne pouvait pas tordre. J'ai ouvert une fenêtre de navigateur privé et j'ai commencé à chercher. Registres immobiliers dans l'État de New York, transactions, dépôt de permis, acquisition de vignobles. Tout ce qui pourrait lier la société de mon père à la terre où avait eu lieu le mariage. Tout ce qui pourrait lier Thomas à cela. Sur le papier, j'avais les noms, j'avais le calendrier, maintenant il me fallait juste trouver ce qu'ils avaient travaillé si dur pour enterrer. Quoi qu'ils construisaient, je n'allais pas les laisser finir sans que je voie chaque brique. Et s'ils pensaient que la fille qu'ils avaient effacée allait rester silencieuse, ils allaient bientôt découvrir à quel point je pouvais être bruyante.
Thomas est rentré plus tard que d'habitude ce soir-là. Il a franchi la porte avec un sac en plastique de plat à emporter et une expression sur le visage comme si de rien n'était. Rien que cela m'a presque fait basculer. L'aptitude à mentir avec une telle facilité, à revenir à la normale comme si tout n'avait pas été brisé. C'était quelque chose dont je n'avais pas réalisé qu'il était capable. Il a posé la nourriture sur le comptoir de la cuisine et m'a regardé, assise rigidement sur le canapé. « J'ai pris le poulet épicé que tu aimes », a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Il s'est tourné. « Rebecca. » Je l'ai regardé et j'ai demandé sans élever la voix, « Depuis combien de temps travailles-tu pour mon père ?» Son visage n'a pas vacillé, pas tout de suite. Juste une légère baisse dans le coin de sa bouche, une pause minime dans sa respiration. C'était tout ce dont j'avais besoin. Il a posé lentement le sac. J'allais te le dire. Je me suis levé. Avant ou après t'être assis à côté de lui au mariage de ma sœur et avoir souri pour la photo? Il a expiré par le nez et s'est frotté l'arrière de la nuque, comme il le faisait toujours quand il était acculé. Mais cette fois, je n'allais pas le laisser s'en sortir. Dis-moi juste la vérité, j'ai dit. Je le mérite au moins. Il a hoché lentement la tête. Ça a commencé après la mort de ta mère. Ton père. Il était inquiet pour toi, disait que tu te laissais aller. Tu t'es éloigné, tu as arrêté de répondre aux appels. Il pensait que tu pourrais sombrer. Je l'ai regardé, ma voix soudainement sèche. Alors il m'a envoyé pour me surveiller, comme si j'étais un projet? Il ne l'a pas dit comme ça, a répondu Thomas, soudainement sur la défensive. Il nous a présentés. Il a arrangé notre rencontre à cette exposition de galerie. Je ne savais pas qui tu étais au début, mais quand j'ai découvert. Oui. Il m'a demandé de veiller sur toi, de m'assurer que tu allais bien. Je me suis reculé. Et la relation, c'était aussi une partie du devoir? Son silence me disait tout. J'ai ri une fois, court, amer. Combien de temps tu allais continuer ça? Jusqu'à ce que l'accord soit conclu? Jusqu'à ce que tu encaisses ton chèque? Ce n'était pas comme ça, Rebecca, la voix de Thomas s'est légèrement cassée. Au début, c'était étrange, oui, mais je suis tombée amoureuse de toi. Je le jure. J'ai secoué la tête. Alors tu as oublié de mentionner que mon père te payait pendant que tu dormais dans mon lit? Tu as oublié de mentionner que toute notre relation était basée sur la surveillance et la manipulation? Il a essayé de se rapprocher, mais j'ai levé une main. Ne. Il s'est arrêté. Le vignoble, j'ai dit. Le réaménagement. Les fausses réunions d'investisseurs. Est-ce que j'étais juste le pont entre le nom de la famille et ton gain financier? Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, calmement, la famille voulait consolider les actifs. Ton père pensait que te garder près de lui rendrait les choses plus claires. Si ton nom était impliqué dans la paperasserie, si les choses devenaient compliquées, il aurait un levier, des options légales. Alors je n'étais pas seulement surveillé, j'ai dit, j'étais positionné, utilisé. Il a regardé le sol. Je me suis assise à nouveau, non pas par faiblesse, mais parce que le poids de tout cela faisait qu'il était soudainement absurde de rester debout. Chaque conversation que nous avions jamais eue, chaque week-end partagé, chaque baiser. Rien ne semblait intouché maintenant. Tout était connecté à cet arrangement grotesque, ce mensonge soigneusement construit que j'avais confondu avec l'amour. Ma mère le détestait, j'ai dit doucement. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je pensais que c'était à cause de la liaison. Mais maintenant je vois. Elle voyait de quoi il était capable. Elle voyait ce qu'il ferait pour protéger son image, son pouvoir. Et maintenant? Maintenant, je ne suis qu'une transaction de plus dans son portefeuille. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, a dit Thomas. Ça a commencé comme ça, j'ai répondu. Il n'a plus rien dit après ça. Il est resté là pendant un moment, comme si les bons mots allaient lui venir s'il attendait assez longtemps, mais il n'y avait plus de mots qui pouvaient arranger quoi que ce soit. Je l'ai regardé une dernière fois et je n'étais même plus sûr de qui je regardais. Pas mon partenaire, pas mon confident, juste un autre homme qui me considérait comme un outil, comme un moyen de parvenir à une fin. Et pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait être effacé de sa propre vie. Pas oubliée, réécrite. Je n'ai pas pleuré après le départ de Thomas. Je n'ai pas crié, je n'ai même plus ressenti la chaleur de la colère.
Ce qui s'est installé en moi cette nuit-là était quelque chose de plus froid, de plus calme et d'inébranlable, la détermination. J'avais été trompé, utilisé et positionné comme un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Mais je n'allais pas rester dans ce rôle, plus jamais. J'ai commencé mon enquête le lendemain matin, pas avec la vengeance en tête, mais avec clarté. J'avais besoin de réponses, de vraies réponses, pas filtrées par la bouche de Thomas ou cachées dans des présentations de conseils d'administration. J'ai commencé là où je savais que cela leur ferait le plus mal, l'argent. La société de mon père, RW Holdings, avait toujours été un mystère pour moi, un conglomérat immobilier, oui, mais ses spécificités vagues au mieux. J'ai commencé à fouiller dans les documents publiquement disponibles, dépôts d'État, acquisitions immobilières et déclarations fiscales. Un schéma a commencé à émerger, des propriétés achetées à des prix gonflés et vendues sous des sociétés écrans, des développements de vignobles et de complexes hôteliers avec des adresses partagées, des accords de licence qui semblaient impliquer la société de Thomas, TE Venture, à des intervalles étonnamment parfaits. Plus d'une fois, j'ai rencontré des obstacles, des documents marqués comme privés, des accords qui semblaient disparaître en cours d'année, des sociétés qui n'existaient que pour une seule transaction puis s'évanouissaient. Ce n'était pas de la désorganisation, c'était intentionnel, un labyrinthe construit pour tromper, pour induire en erreur, et j'avais vécu toute ma vie d'adulte, inconsciente des murs qui m'entouraient. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de Maria. Maria Vega avait été la meilleure amie de ma mère pendant des années. Je me souviens de son rire chaleureux et de son accent épais, de son esprit vif et de la tristesse silencieuse dans ses yeux aux funérailles de ma mère. Après cela, nous avons perdu contact. Mon père n'a jamais mentionné Maria, et à l'époque, moi non plus. Mais maintenant, je me demandais si quelqu'un avait vu ce que j'avais manqué. C'était elle. J'ai trouvé son numéro grâce à un ancien contact dans le cercle d'anciens élèves de ma mère et j'ai appelé sans réfléchir. Quand elle a répondu, il y a eu une longue pause après que je me sois présenté. « Rebecca » a-t-elle dit doucement. « Tu ressembles à ta mère. » Ces 5 mots m'ont presque brisé. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là dans un café tranquille en dehors de la ville. Maria semblait plus âgée, bien sûr, mais pas moins vive. Ses yeux se sont adoucis en me regardant. Je n'ai pas eu besoin de dire grand-chose, juste que j'avais des questions sur ma mère, ma famille et ce qui m'avait été caché. Maria n'a pas hésité. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti un épais dossier, jauni sur les bords. « Ta grand-mère m'a fait confiance », a-t-elle dit. Elle m'a demandé de garder ces choses au cas où ton père essaierait quelque chose. J'ai ouvert le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des photocopies de documents juridiques, des actes de propriété, des relevés de comptes, des documents de fiducie. Et tout en haut, un testament. Un codicile manuscrit y était attaché, rédigé dans l'écriture cursive de ma grand-mère, en cas de mon décès, Rebecca Miller conservera le contrôle total de la succession, à moins qu'elle ne soit jugée mentalement ou légalement inapte. J'ai regardé les mots. Ce n'était pas juste des papiers. C'était une protection. Ma grand-mère avait veillé à ce que j'hérite de sa succession, de son vignoble, de ses comptes. Et pourtant, rien de tout cela ne m'était jamais parvenu. Maria m'a expliqué ce qu'elle savait. Après la mort de ma grand-mère, quand j'avais 19 ans, mon père avait pris le contrôle en tant qu'exécuteur testamentaire. Il avait présenté une version différente du testament, celle qui le nommait comme fiduciaire principal, avec ma mère partie et moi à l'école, il n'y avait personne pour le contester. Il prétendait que je ne voulais rien avoir à faire avec la succession, que j'avais renoncé à mes droits. Il avait falsifié ma signature. Mes mains tremblaient en parcourant les pages. Certaines portaient des annotations dans l'écriture de ma grand-mère, certaines portaient des timbres de témoins d'un avocat que Maria se souvenait avoir rencontré. C'étaient de vraies copies originales, jamais soumises à la succession. Mon héritage m'avait été volé. Ma vie réécrite, d'abord émotionnellement, puis financièrement. Et Thomas? Il savait que le réaménagement du vignoble, le lieu où avait eu lieu le mariage de Nathalie, faisait partie de mon héritage. Il m'avait été arraché, déguisé en événement familial, puis conditionné en un accord financier lucratif. Et l'homme que j'aimais s'était tenu épaule contre épaule avec l'homme qui me l'avait volé. Ce n'était pas juste de la trahison, c'était de la fraude. J'ai regardé Maria, est-ce que cela tiendra légalement? Elle a hoché la tête. Si vous bougez rapidement et si vous êtes prête à vous battre. Je ne demandais plus une place à table, je brûlais toute la table. Je n'ai pas pris rendez-vous, je ne l'ai pas annoncé à l'avance.
J'ai traversé directement les portes vitrées de RW Holdings ce matin-là comme si je possédais l'endroit, car d'une certaine manière je le faisais, ou du moins j'allais prouver que j'aurais dû. La réceptionniste a à peine levé les yeux quand je suis passé. L'ascenseur s'est ouvert comme s'il avait attendu. Étage 28, le niveau exécutif. Son bureau se trouvait au bout du couloir, comme il l'avait été pendant des années, mais je n'y étais jamais entré comme ça auparavant. Je ne suis jamais arrivé avec la vérité de mon côté. Quand la porte s'est ouverte, mon père était assis derrière son bureau en acajou, tapant un email. Il a levé les yeux, surpris, puis agacé. « Rebecca » a-t-il dit, essayant de faire ressortir de la chaleur dans sa voix. « Qu'est-ce que tu fais ici » J'ai fermé la porte derrière moi. « Nous devons parler » a-t-il dit, en désignant une chaise en face de lui. « Si c'est à propos du mariage. » Ce n'est pas le cas, j'ai dit. J'ai laissé tomber le dossier sur son bureau. Le même dossier que Maria m'avait donné quelques jours auparavant. Il a atterri avec un bruit sourd et j'ai vu l'éclat dans ses yeux, reconnaissance, peur. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, bien qu'il sache déjà tout. « Tu ne voulais pas que je voie » ai-je dit. Le véritable testament, les registres immobiliers, la documentation de fiducie. Le codicile manuscrit de grand-mère. Il n'a pas ouvert le dossier, il n'en avait pas besoin. J'ai continué, tu savais exactement ce qu'elle avait l'intention. Tu savais que maman voulait que j'hérite de tout. Et tu savais que je ne serais jamais d'accord pour vendre ou restructurer le domaine. C'est pour ça que tu me l'as caché. Tu as falsifié ma signature. Tu as blanchi des actifs par le biais de tes aventures en utilisant Thomas comme façade. Et maintenant, tu as tout enveloppé dans une transaction de vignoble déguisée en mariage. Il n'a pas nié. Il s'est penché en arrière, les mains jointes devant lui, et pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis, calmement, combien veux-tu ? Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce qu'il disait. Je t'offre un règlement, a-t-il précisé. Un règlement généreux. Tu pars et je ferai rédiger les papiers. Tu n'auras plus à t'inquiéter de quoi que ce soit pour le reste de ta vie. Je l'ai regardé. Tu m'as tout volé, et tu penses que je suis là pour négocier. Il ne s'agit pas de négociation, Rebecca, il s'agit d'avancer. Ce n'est pas moi qui dois avancer, j'ai dit. Je suis celle que tu as laissée derrière. La porte s'est ouverte derrière moi. Je me suis tourné pour voir Stéphanie entrer, parfaitement composée, une écharpe en soie drapée autour de son cou, comme s'il s'agissait d'un simple déjeuner caritatif. Eh bien, a-t-elle dit, j'imagine que la vérité est sortie. Je sais ce que tu as fait, j'ai dit. Je sais que tu l'as convaincu de supprimer le testament. Je sais que tu lui as dit que ma mère ne me faisait pas confiance, que je ne pouvais pas gérer de responsabilité. Stéphanie a incliné la tête, amusée. Ta mère était sentimentale. Elle pensait que le sang seul rendait quelqu'un digne. Je n'étais pas d'accord. Je veux dire, elle pensait que j'étais sa fille, et tu voulais t'assurer que je paie pour ça. Elle a souri, juste à peine. Tu as toujours été un problème, Rebecca. Pas bruyante, pas dramatique, juste gênante. Et franchement, je pensais que Thomas suffirait à te faire taire. Mes mains se sont serrées sur mes côtés. Tu as tort. Mon père s'est levé maintenant. Rebecca, écoute-moi. Ça n'a pas à devenir moche. C'est déjà le cas, ai-je dit. Il s'est rapproché. Tu es ma fille. Non, ai-je répondu. Je suis ton passif. Il pensait que j'étais venu ici pour marchander. Il ne comprenait toujours pas, je ne pars pas, leur ai-je dit. Je vais au tribunal. Je vais à la presse s'il le faut. Vous avez falsifié des documents juridiques, vous avez enterré mon héritage, vous avez utilisé mon partenaire pour m'espionner. C'est terminé. Le masque de Stéphanie s'est fissuré pour la première fois. Tu détruirais ta propre famille. Tu l'as détruite, ai-je dit. Je suis juste en train d'allumer les lumières. Je les ai laissés là, debout au milieu des ruines qu'ils avaient construites avec des mensonges. Pendant des années, j'ai pensé être l'outsider dans ma propre famille, mais maintenant je voyais la vérité. Ils ne m'avaient pas mis à l'écart, ils essayaient de m'effacer. Mais j'étais toujours là, et j'en avais fini avec le silence. J'ai déposé la plainte un mardi. Il n'y a pas eu de scène dramatique au tribunal, juste une pile de documents soigneusement préparés livrés au greffe du comté par mon avocate, Linda, une femme vive,
silencieusement énergique, qui n'a pas vacillé quand je lui ai dit le nom de mon père. Elle a jeté un coup d'œil au dossier que Maria m'avait donné et a dit, « Il va regretter de t'avoir sous-estimé. » En envoyant un courriel à son cabinet. Dès lundi, une plainte officielle avait été déposée auprès du Bureau des affaires juridiques de l'État. Mardi, la presse a eu vent de l'affaire. Ils ont commencé petit. Blogs financiers locaux, un organe de presse régional, mais l'histoire était trop riche pour être ignorée. Fille de magnate de l'immobilier accuse son père de fraude financière, de falsification et de vol d'héritage. Des noms comme RW Holdings et TE Venture commençaient à apparaître dans les gros titres. Je n'ai pas eu besoin de dire grand-chose. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Mon père, l'homme qui avait bâti une réputation autour de l'héritage, de la structure et des affaires propres, était soudainement un nom associé à la fraude. Et ce n'était pas juste un cauchemar médiatique, c'était un cauchemar juridique. Le testament original de ma grand-mère, les transferts immobiliers, la signature falsifiée, c'était suffisant pour déclencher une enquête officielle par l'unité des crimes financiers de l'État. Mais le véritable choc est survenu 2 semaines plus tard. Linda m'a appelé, sa voix inhabituellement tendue. « Tu devrais t'asseoir. » RW Holdings avait perdu 3 de ses plus grands investisseurs. Des sorties silencieuses, aucune déclaration publique. Mais le message était clair, il coupait les ponts. Le 4e et le 5e sont venus quelques jours plus tard. Des banques majeures et une société de capital privé qui travaillait avec mon père depuis plus d'une décennie. L'un d'eux a divulgué sa raison à la presse, « Nous ne pouvons pas continuer un partenariat avec une organisation sous un examen juridique sérieux impliquant des allégations de mauvaise conduite financière, de falsification et de fausses déclarations de revendication d'héritage. » Cette déclaration m'a frappé plus durement que je ne m'y attendais. Ce n'était pas seulement qu'il s'éloignait, c'était qu'il disait, sans excuse, que mon histoire était crédible. En coulisses, cela n'a fait qu'empirer pour lui. Les emails internes ont été saisis, plusieurs transactions qu'il avait effectuées avec des sociétés écrans retracées à des entités co-gérées par Thomas, qui s'était depuis fait discret, ne répondant plus aux SMS ni aux emails. Le conseil d'administration de RW Holdings a convoqué une réunion d'urgence. Des rumeurs circulaient sur le limogeage, sur l'effondrement. Stéphanie, bien sûr, est restée silencieuse, mais un message vocal divulgué d'elle à une ancienne amie de la famille a circulé en ligne, sa voix sèche, paniquée, blâmant Richard pour ne pas avoir été assez prudent et pour avoir laissé la fille creuser trop profondément. La fille, c'est ce que j'avais toujours été pour eux. Une fille qu'ils pouvaient exclure du mariage, une fille qu'ils pouvaient utiliser pour légaliser un accord, une fille qu'ils pouvaient réduire au silence avec un chèque. Ils ne me voyaient pas comme une menace avant qu'il ne soit trop tard. Mais la partie la plus douloureuse n'était pas de voir l'empire de mon père s'effondrer, c'était de le voir faire semblant que ce n'était pas le cas. Je l'ai vu une fois pendant les premières retombées, traversant le hall du bâtiment de RW, des lunettes de soleil sur son costume, parfait, mais sa démarche avait changé. Il se déplaçait plus lentement, il regardait par-dessus son épaule. L'homme qui contrôlait autrefois tout essayait maintenant de maintenir ensemble les morceaux d'une histoire qu'il ne possédait plus. Pendant ce temps, j'ai reçu des messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Un ancien collègue de l'université a vu la nouvelle, bravo. Un ancien assistant de mon père, nous savions toujours que quelque chose n'allait pas. Même un journaliste a écrit, si jamais vous voulez raconter votre histoire avec vos propres mots, nous vous ouvrirons la place. Mais je ne faisais pas ça pour les gros titres, je ne faisais pas ça pour la vengeance non plus. Je le faisais pour retrouver quelque chose qui avait toujours été à moi. Pas seulement la terre ou les actifs, mais mon nom, ma voix, ma place. Car quand les personnes qui prétendent vous aimer le plus vous ont effacé, la chose la plus radicale que vous puissiez faire est de prouver que vous avez toujours été là. Et maintenant, le monde commençait enfin à le voir. Quand la nouvelle a éclaté, elle n'a pas commencé par un coup de tonnerre, elle a commencé par une fuite. Un lanceur d'alerte, anonyme, mais plus tard supposé être un ancien associé mécontent, a envoyé une série de mails internes, de relevés financiers et de contrats préliminaires à plusieurs grands médias. En quelques heures, ce qui était autrefois une spéculation est devenu un fait indéniable. Les documents confirmaient tout, fausses déclarations, avoirs non divulgués, dettes gagées, cachées sous des entités écrans. Et au centre de tout cela, Thomas Evans. Son nom figurait sur chaque document important, rôle de conseiller conjoint avec RW Holdings, évaluation d'actifs falsifiés et mémos internes recommandant le silence préventif des réclamations d'héritage potentiel. Il n'était pas un spectateur, il était un acteur principal.
Dans les 24 heures suivant la fuite, tous les contrats restants sous TE Venture ont été gelés. Les sociétés partenaires ont publié des déclarations les distançant. Les investisseurs ont exigé des audits. Son visage a disparu des sites web des entreprises, LinkedIn a été nettoyé, les médias sociaux verrouillés. Un blog financier populaire a publié le titre « Le Golden Boy a tout parié et perdu ». Mais c'était pire qu'une chute en disgrâce, c'était une oblitération. Thomas a publié une déclaration, fade, juridique, parlant de regrets, de coopération et de vérité dans le temps. Mais personne ne s'en souciait. Son silence avait parlé trop fort, trop longtemps, et maintenant la foule s'était retournée. Mais ce n'était pas seulement Thomas. Dans la deuxième vague de retombées, d'autres documents ont émergé, des emails entre Stéphanie et Richard, signalés par des auditeurs qui examinaient maintenant les systèmes de RW Holdings. L'un d'eux a particulièrement attiré l'attention. Daté de 2 ans auparavant, il disait « Elle ne comprendra jamais ce dont cette famille a besoin. Elle était la faiblesse de sa mère, pas la nôtre. Plus tôt nous enterrons les intentions de la vieille femme, mieux ce sera. » Il était signé Stéphanie. Le contre-coup a été rapide. Stéphanie, qui avait passé des années à se positionner comme une personnalité philanthropique influente, a été contrainte de démissionner de 2 conseils d'administration d'organisations à but non lucratif en une semaine. Un troisième a publié une lettre publique condamnant son mépris pour l'intégrité éthique la plus élémentaire. Les photos d'elle souriant au mariage du vignoble sont maintenant réapparues dans des éditoriaux sur la cupidité, la manipulation et le blanchiment d'héritage. Et puis il y a eu Nathalie. Jusqu'à ce moment, elle avait largement échappé à l'attention du public. Jeune, fraîchement mariée, le visage de l'innocence dans une tempête. Mais d'autres messages ont fait surface, des captures d'écran de conversation, l'une dans laquelle elle demandait à sa mère comment s'assurer que Rebecca n'entendrait jamais parler des choses de la fiducie. Une autre, des mois avant le mariage, papa a dit qu'il s'en occuperait. Elle regardera depuis les coulisses, comme toujours. Rebecca. Les coulisses. Le monde n'aimait pas ça. Soudain, le visage de Nathalie n'était plus un symbole de mariée, c'était un rictus plaqué à côté de gros titres comme Sœur du silence et Quand le sang n'est pas la famille. La start-up de son mari a chuté de 10% en une seule journée après que des campagnes sur les médias sociaux aient appelé les investisseurs à reconsidérer le soutien à une famille liée au scandale. La sympathie du public avait changé. Pas pour Richard, pas pour Stéphanie, pas pour Nathalie, mais pour moi. Je n'ai jamais demandé cette lumière, je ne l'ai jamais voulu, mais maintenant qu'elle était là, je l'ai utilisée avec précaution. J'ai donné une seule interview, juste une, un segment enregistré pour une émission matinale nationale. J'ai dit la vérité, simplement. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas accusé, j'ai simplement expliqué ce qui avait été fait et ce que j'avais choisi de faire en réponse. Cette retenue l'a rendue plus puissante. Les téléspectateurs ont appelé par centaines, les emails ont afflué dans la boîte de réception de l'émission, pas seulement de femmes, mais d'hommes, de parents, d'enfants adultes, de personnes qui avaient été déshéritées, discréditées, manipulées pour signer leur renoncement à tout par des personnes en qui elles pensaient pouvoir avoir confiance. Ils ne voulaient pas seulement me féliciter, ils voulaient de l'aide. Et j'ai réalisé que je pouvais la leur apporter. J'ai utilisé une partie du règlement pour créer quelque chose que ma famille n'aurait jamais imaginé, un fonds juridique de soutien bénévole dédié à aider les personnes exclues de la succession de leur famille en raison de manipulation, d'abus ou de fraude. Je l'ai appelé le Second Testament. Nos premiers clients sont venus discrètement, une femme dans la soixantaine qui avait été exclue du testament de son père après que son frère l'ait révisé pendant un séjour à l'hôpital, un homme dont la succession de la grand-mère avait été dévorée par une secte religieuse à laquelle son oncle s'était joint, une jeune femme à qui on avait dit, comme à moi, qu'elle n'était pas assez de la famille. Ils sont tous entrés avec le même regard que j'avais autrefois, le regard de quelqu'un qui essaie de prouver qu'il existe. Et nous les avons aidés à faire exactement cela. Pendant ce temps, l'empire de mon père s'effondrait pièce par pièce. Les frais juridiques s'accumulaient, son nom, autrefois un pilier dans les cercles immobiliers, devenait un avertissement. Stéphanie a divorcé de lui en silence, sans commentaire public. Nathalie a déménagé dans un autre état, évitant les journalistes et les anciens amis. Ils avaient chacun l'autre pour ce que cela valait. Maintenant, une famille construite sur la tromperie n'avait plus rien pour la maintenir unie. Quand les mensonges se sont effondrés. Mais je ne les regardais plus. J'avais emménagé dans la maison du vignoble. Elle n'était ni grandiose ni moderne, mais elle était paisible.
Le porche donnait sur les champs et les chênes murmuraient encore lorsque le vent passait à travers eux, comme il le faisait quand j'étais une fille, quand je croyais encore que la famille signifiait quelque chose d'incassable. Maintenant, je savais mieux. La famille, ce n'est pas qui partage votre sang, c'est qui défend votre nom quand vous n'êtes pas dans la pièce. C'est qui croit votre histoire avant qu'elle ne soit prouvée. C'est qui reste quand tout le reste s'effondre. Je n'étais plus seul. J'avais construit quelque chose qui comptait. J'avais réécrit mon histoire, pas en tant que victime, pas en tant que fille oubliée, mais en tant que femme qui s'était levée quand cela comptait. Je n'avais pas besoin d'un nom de famille pour me définir, j'avais gagné quelque chose de plus grand. Et quelque part, au plus profond du silence de ce vignoble, j'entendais presque la voix de ma mère. Elle ne disait pas « je suis fier de toi ». Elle disait « je savais toujours ». Et finalement, moi aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de l'histoire de Rebecca, merci d'être resté avec elle à travers chaque trahison, chaque rebondissement et chaque étape vers la justice. Des histoires comme la sienne ne sont pas juste de la fiction, elles reflètent la douleur, le silence et la force que beaucoup portent, mais expriment rarement. Si cette histoire vous a ému, ou si vous vous êtes déjà senti ignoré, négligé ou effacé par ceux qui auraient dû vous protéger, nous voulons avoir de vos nouvelles. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Que auriez-vous fait à la place de Rebecca? Croyez-vous que le pardon est possible après une trahison aussi profonde? Et si vous voulez voir plus d'histoires qui révèlent les sombres vérités derrière les portraits de familles parfaits et montrent comment la résilience réécrit la fin, assurez-vous de vous abonner. Chaque semaine, nous vous apportons des récits puissants de justice, de répercussions et de force que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Laissez votre voix faire partie de cette communauté, car certaines histoires méritent d'être entendues jusqu'au bout.